Bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO. Ravi de vous retrouver ici dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour cette émission, vous le savez, enregistrée en public. Le débat de ce soir est intitulé « État, entreprise, collectionneur, quels enjeux pour l'art contemporain ?» Et avant d'arriver dans cette salle, les spectateurs présents dans le public ont pu découvrir la toute nouvelle exposition d'art contemporain proposée par le Collège des Bernardins et intitulée « Objets secrets ». Alors, quelle que soit la ville depuis laquelle vous nous regardez ce soir, amateurs d'art, public des musées, des galeries ou des centres d'art, sans doute êtes-vous curieux de mieux comprendre qui sont les acteurs de l'art contemporain dans l'Hexagone. À quelques jours de la FIAC, nous allons tenter de prendre une photographie la plus nette possible de cet univers et de certains de ses enjeux. Qui en sont les acteurs ? Quelle mission se donnent-ils auprès des artistes, mais aussi et peut-être surtout auprès des différents publics. Alors, pour ces 52 minutes d'antenne, nous avons 4 invités, 4 acteurs de cet univers de l'art contemporain. Je vous les présente tout de suite. Xavier Franceschi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du FRAC d'Île-de-France depuis 2006. Le FRAC, c'est bien sûr le Fonds régional d'art contemporain. À vos côtés, Antoine de Galbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes collectionneur et vous avez créé en 2004 la Maison Rouge. La Maison Rouge, c'est une fondation et vous en êtes le président, hein, c'est bien ça. À ma droite, Catherine Sekenis, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de la Fondation d'entreprise Hermès et vous nous en direz bien sûr un tout petit peu plus tout à l'heure. Enfin, à votre droite, Stéphane Coréard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire du Salon de Montrouge et directeur du département art contemporain au sein de la maison de vente Cornette de Saint-Cyr. Alors, avant de débattre, je crois qu'il est nécessaire de comprendre les missions de chacun d'entre vous. Autrement dit, qui fait quoi dans ce paysage. Xavier Franceschi, les FRAC fêteront leurs 30 ans en 2013, c'est bien ça. Et avant de nous parler peut-être plus précisément du FRAC Île-de-France, je crois qu'il est nécessaire de rappeler dans quel contexte politique ces institutions culturelles ont été créées. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur mission première ? D'abord, elles ont été créées effectivement au cours de cette première vague de décentralisation qui a eu lieu en tout début des années 80. C'était la création des régions, du reste. Donc, l'idée de créer de nouvelles institutions, une par région, avec l'idée d'un partenariat et d'une parité entre État, ministère de la Culture et région. Créer donc des collections ouvertes sur les jeunes générations d'artistes, ou du moins, peut-être contrairement au musée, aux artistes vivants uniquement. Donc on n'achète pas a priori, même s'il peut y avoir des exceptions d'artistes décédés. Donc venir en soutien par cette forme d'acquisition et de création, constitution de collection. Et puis l'idée aussi justement de créer quelque chose qui ne soit pas le modèle muséal, c'est-à-dire avoir des collections certes, mais faire en sorte que ces collections soient avant tout diffusées. Donc l'une des missions essentielles des FRAC, c'est la diffusion de la collection. Et la diffusion de la collection sur un territoire, donc déjà en priorité d'une certaine manière justement le territoire régional, considérant que dans ces années-là, au début des années 80, ça reste d'ailleurs en partie vrai aujourd'hui, même si évidemment l'art contemporain s'est beaucoup développé, il n'y avait pas ou très très peu de lieux qui montraient l'art contemporain, donc dans une idée d'équilibre territorial en France. Et au niveau du financement, on est vraiment sur l'idée d'un partenariat État-région. Oui, également. alors ça, c'est le début. Oui. Les choses ont évolué et maintenant, il y a des partenariats qui sont élargis. Il faut le dire, un ministère de la Culture qui donne moins d'argent qu'à l'époque, et puis des lieux d'implantation que sont les villes et d'autres collectivités qui font que deviennent des partenaires naturels des FRAC. Alors, si j'ai bien compris également, chaque région peut décider de se spécialiser dans une catégorie particulière d'art contemporain. Ça, c'est vraiment une réalité pour les FRAC. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tous les FRAC sont différents, d'abord, c'est important de le dire, même s'il y a ce même modèle au départ. Mais chaque FRAC donne un projet spécifique qui est défini par son directeur. Alors, si on veut parler justement du FRAC Île-de-France. Du FRAC Île-de-France. Alors, on parle là de collection. Il n'y a pas que la collection, évidemment. En tout cas, il y a cette mission de diffusion et d'acquisition, évidemment.
mais il y a aussi une politique d'exposition, de production. Si vous voulez, les FRAC, c'est vraiment intéressant parce que ça couvre presque idéalement la chaîne qui va de la production, précisément, au cours des expositions qu'on monte avec les artistes en particulier, jusqu'à l'acquisition d'œuvres, jusqu'à donc la conservation des œuvres. Donc pour le FRAC Île-de-France, il y a une collection dite, je déteste ce terme, dite généraliste, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres FRAC qui sont spécialisés, très peu. Mais par exemple, le FRAC Centre a une collection qui est axée uniquement sur l'architecture et notamment la dimension expérimentale de l'architecture, qui fait qu'aujourd'hui c'est une des collections les plus importantes au monde à ce titre. Et puis, mais voilà, mais la plupart des FRAC sont vraiment dits de type généralisé. Donc c'est le cas du FRAC Île-de-France. Donc on mène une politique qui fait qu'on essaie de constituer une collection qui s'intéresse à tous les champs de la création contemporaine, dessin, peinture, sculpture, photographie, design, vidéo, cinéma, etc. Et je crois que vous vous occupiez de commandes publiques au ministère de la Culture. Est-ce que les FRAC passent commande ? Non, pas spécialement. Les FRAC passent pas commande. On peut envisager des partenariats avec des collectivités qui peuvent donner lieu à des commandes publiques. Enfin, ça devient très complexe. Mais non, on passe pas. La commande publique n'intervient pas à ce titre au niveau des FRAC. Par contre, comme je le disais, donc il y a la collection. Et puis, même si au départ, c'est assez intéressant, les FRAC étaient conçus sans lieu, parce qu'on voulait vraiment, on disait voilà, justement, contrairement au modèle muséal, même si c'est très caricatural. Un musée où on attend le public, on va créer une collection sans lieu et on va presque obliger les premiers responsables à aller vers le public avec cette collection et diffuser donc dans les lieux qui du coup ne sont pas des lieux conçus pour l'art contemporain parce que comme je le disais, il y avait très peu de lieux qui pouvaient vraiment montrer et présenter dans de bonnes conditions l'art contemporain, conçu pour. Donc les choses ont beaucoup évolué depuis et on s'est aperçu qu'il n'était pas contradictoire d'avoir cette politique de diffusion de la collection, notamment sur le territoire et notamment dans des lieux absolument pas conçus pour, et d'avoir un lieu d'exposition où d'ailleurs, et c'est la plupart du temps le cas avec les FRAC, et en tout cas avec le FRAC Île-de-France, on a un lieu où on va organiser des expositions avec des artistes et engager des productions avec eux. Donc pour le FRAC Votre lieu, c'est le Plateau qui est dans le 19e arrondissement. Donc à voilà, Paris, le lieu du FRAC Île-de-France, c'est le Plateau qui est dans l'Est parisien, donc dans le quartier Jourdain. Pour terminer, quel est votre budget annuel pour les acquisitions alors au FRAC ? Le budget annuel, ça va être très transparent, oui. de 300 000 euros par an. Voilà. Alors, on se retrouvera sur le sujet des publics, parce que je crois que c'est vraiment un sujet qui vous concerne tous les quatre. Mais je me tourne vers vous, Antoine de Galbert. Vous avez créé la Maison Rouge en 2004. Et dans ce que vous montrez au public, vous dites, c'est en tout cas ce que j'ai lu, que vous ne privilégiez pas une seule forme d'art. Vous revendiquez cette liberté d'exposer ce qui vous plaît avant tout. J'avais envie de vous demander, pour commencer, quelle est la... oui. Quelle est la vocation première de cette fondation ? En fait, la vocation première, c'était plutôt une réflexion sur ce que peut devenir un patrimoine privé, puisque c'est une entreprise totalement privée qui ne reçoit pas de subvention publique. Et je crois que la première chose qui me, avec les années, d'ailleurs avec le recul que j'ai maintenant, c'est bien l'élément politique, philosophique, social de la Maison Rouge qui m'intéresse plus, j'ose le dire, que l'aspect culturel qui est très fragile et qui fait que nous sommes tous des petits riens dans une immensité. Donc cette Maison Rouge fait vivre 20 personnes. Elle est très personnalisée puisque elle ne collectionne pas, mais sa programmation est issue de ma collection qui est dissociée de la Maison Rouge. Mais il y a un lien très fort, mais qui n'est pas juridique ou social ou économique. C'est-à-dire que ce qui vous semble être un lieu de liberté, c'est simplement la liberté du collectionneur et de l'amateur d'art, donc qui est devenu visible au sein de la programmation de la Maison Rouge. Et pour vous, c'était important justement d'avoir un lieu et de ne pas proposer comme ça des expositions dans des espaces différents en tant que fondation Non, je crois que c'est devenu un lieu comme un autre, c'est-à-dire que chaque lieu exprime ses goûts et
Que dire, je sais pas. J'avais envie de revenir sur ce que vous disiez dans une interview que j'ai pu voir Ouais. de vous sur le net. Justement, vous avez accordé à Tribeca 75. Vous dites que la Maison Rouge a été fondée, vous venez de le dire, par nécessité philosophique et politique. Vous Oui. dites qu'il s'agit d'une aventure humaine, d'un projet social et culturel. Alors, si on s'arrête sur ce mot de social, justement, en quoi c'est un Non, projet c'est-à-dire que social? si j'avais pas eu ce goût pour l'art, c'est-à-dire cette nécessité de toucher aux choses de l'art, je pense que j'aurais fait de toute façon quelque chose. J'aurais fait quelque chose de caritatif. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, comme j'ai été galeriste il y a un certain nombre d'années, comme j'ai toujours un peu baigné dans ces choses-là, il m'a semblé évident, progressivement, que j'allais faire une fondation d'art. Mais ce n'était pas évident dès le départ. J'aurais pu tout à fait faire autre chose et me mettre en retrait, par exemple. Enfin bon, ce sont des choix que la vie vous amène à créer des choses. Et moi, je prends des décisions et puis je les comprends après, très souvent. Et je cours derrière. La Maison comme tout le Rouge, monde, elle se situe à Bastille, hein, c'est Oui. ça? Vous organisez à peu près combien d'expositions par an? Alors, c'est un lieu qui fait environ 2000 mètres et on organise 3 grands cycles d'expos. Parfois, c'est plusieurs à la fois, mais on fait 3 vernissages, comme on dit, dans l'année. Et on a quand même, depuis le départ, un goût particulier pour les collections privées. C'est-à-dire moi, je me suis très vite rendu compte, à force de voyager, de visiter des musées, que j'apprenais beaucoup et toujours dans les collections privées, dans une certaine liberté de contredire l'histoire, par exemple, ou de se permettre des choses qu'un musée ne pourra pas se permettre. Donc j'ai beaucoup appris dans le monde des collections privées. Et dès le départ, donc là, très prochainement, on va montrer une collection allemande pendant la FIAC, ça commence pendant la FIAC, et c'est en fait déjà la 9e collection privée qu'on a montrée à la Maison Rouge. Donc le temps passe vite et on s'y tient, c'est-à-dire qu'on continue à se promener, à faire ce voyage dans des collections qui sont très différentes de la mienne et auxquelles je n'adhère pas nécessairement. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer des regards de différentes personnes. Ça peut être une collection très minimaliste, ça peut être une collection d'art brut, ça peut être de vidéos. Ce qui vous intéresse, c'est de montrer le processus. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer des individus qui ont chacun des choix, qui défendent des choses très précises et surtout qui ne sont pas trop conseillés, c'est-à-dire qui sont a priori des collectionneurs, des vrais collectionneurs. Et voilà. D'accord. Et qui se sentent libres dans cette... Voilà. Alors, Stéphane Coréard, depuis votre arrivée il y a 4 ans, c'est ça, 4 ans à la tête du Salon de Montrouge, vous en avez renouvelé les modalités de sélection et de présentation des artistes. Pourquoi était-il nécessaire de les renouveler? Par nécessité de faire émerger également des artistes? C'était votre volonté pour le Salon de Montrouge? Alors, c'était ma volonté, mais c'est aussi la vocation plus largement du Salon de Montrouge, puisque je suis en train de préparer la 57e édition et c'est une des plus anciennes manifestations en France qui est dédiée à la découverte de nouveaux artistes. Effectivement, j'ai renouvelé beaucoup les modalités de sélection et d'exposition des artistes qui sont montrés au salon pour correspondre simplement à l'idée que moi je me fais de la découverte des artistes. C'est-à-dire que par exemple, jusqu'à il y a 5 ans, le salon montrait en moyenne 250 artistes qui exposaient chacun une œuvre. Je pense que dans ce genre d'exposition marathon, c'est impossible de circuler au milieu de 250 artistes qu'on ne connaît pas par définition et de repérer des individus, des individualités. Donc j'ai diminué le nombre d'artistes par 3 environ. J'en monte maintenant 70 à 80 et chacun montre en moyenne 3 ou 4 œuvres. Au sein d'un espace. Voilà, l'idée c'est que réservé. chacun a un petit peu un module individuel d'exposition où j'essaye, à chaque fois que je rencontre les artistes, après les avoir sélectionnés, pour préparer avec eux leur participation au salon, je leur dis toujours que je voudrais qu'ils montrent leur travail en n'ayant pas peur de la complexité ni de la diversité qui est à l'œuvre dans leur pratique. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes, la plupart des artistes même manient plusieurs médiums simultanément, la peinture, la sculpture, la vidéo, la performance, le dessin, etc. Et c'est nécessaire, cette pluralité est nécessaire pour approcher vraiment l'individu, essayer de rencontrer une individualité, ce qui est à mon avis le sens même d'un salon comme le Salon de Montrouge. Vous arrivez au salon, vous voyez 80 artistes que vous ne connaissez pas et vous essayez de rencontrer là-dedans des
personnalités, des vraies sensibilités qui vous touchent. Pour ça, il faut avoir plusieurs portes d'entrée, en tout cas une représentation la plus fidèle possible, même si c'est en réduction de la diversité de la pratique. J'évoquais tout à l'heure la FIAC, on n'est absolument pas dans une foire au Salon de Montrouge. Qu'est-ce qui fait la spécificité du salon? C'est un endroit où on peut repérer quand on est public ou collectionneur ou... Absolument, c'est pas la même fonction, un lieu. Hein. Alors c'est un lieu qui est dédié à l'émergence. J'ai refusé chose qui aurait pu paraître pratique, qui est une limite d'âge, même si la moyenne d'âge des exposants du salon est de 29 à 30 ans, année après année. Mais cette année, par exemple, on avait un exposant de 78 ans. Mais qui s'est mis à la peinture après sa retraite et qui a fait une dizaine d'années de cours du soir de la ville de Paris et qui est donc un jeune artiste, un artiste à découvrir comme les autres. Mais bon, c'est des cas extrêmes. La moyenne, c'est plutôt effectivement une trentaine d'années. L'idée, c'est effectivement de les aider à émerger, mais l'idée, c'est surtout, et je pense que c'est un débat qui traverse toute la société et qu'on se pose dans l'art, mais pas uniquement dans l'art, c'est comment aller repérer les talents là où ils sont et non pas là où on croit qu'ils vont être. C'est-à-dire qu'il y a un système d'écoles, de grandes écoles. Les écoles d'art en France sont très performantes, se sont beaucoup professionnalisées. C'est évidemment un vivier naturel pour trouver des jeunes artistes et le salon n'y échappe pas. Il y a beaucoup de diplômés des beaux-arts, mais il n'y a pas que des diplômés. Il y a aussi des gens qui ont raté leur diplôme, il y a aussi des gens qui n'ont pas fait d'école de beaux-arts, il y a des autodidactes, il y a des gens qui ont fait la fac, ou chaque année, il y a des gens qui ont fait HEC ou Sciences Po et qui ensuite dévient leur route. Moi, ce qui me frappe, c'est dans les dossiers que je reçois, ce qui me donne confiance toujours dans l'art, c'est qu'il y a des gens qui sont pharmaciens, par exemple, et qui arrêtent au bout de 20 ans parce qu'ils disent, moi, c'est l'art, ma vie, et j'en peux plus d'être derrière mon comptoir de pharmacie, il faut que je vive ma passion toute la journée. Et c'est cette espèce d'appel, de désir d'art dont on essaye de rendre compte. Et les écoles, aujourd'hui, pour revenir à ça, sont très soucieuses effectivement de ce qu'elles appellent la professionnalisation des étudiants, des jeunes artistes, ouvrent bientôt aux Beaux-Arts de Paris une énième exposition de félicité, de diplômés, etc. On essaie toujours de faire des shortlists, mais en même temps, moi, la plupart des grands artistes que je connais n'ont pas eu de diplôme d'école d'art, voire même ont redoublé ou ont été virés des écoles. Parfois, on leur a donné le diplôme uniquement par charité, parce que, comme je pense à quelqu'un comme Philippe Ramette, qui est un artiste que j'aime beaucoup, on lui a donné le diplôme au bout de 3 fois, je crois, en lui disant c'est pour vraiment se débarrasser de vous parce qu'on veut plus que vous restiez là, quoi. Et je suis profondément convaincu qu'un bon artiste, c'est pas forcément un bon étudiant. Et c'est pas forcément quelqu'un qui possède les codes de communication ou de financement. Absolument. Et alors après, ce qu'il y a, c'est nous, on reçoit effectivement, maintenant on a doublé en 4 ans le nombre de candidatures qu'on reçoit au Salon de Montrouge. L'année dernière, j'en ai reçu 1800 que j'examine toutes. Et pour moi, évidemment, le nombre de candidatures est le premier élément crucial pour la qualité du salon et aussi pour la diversité des candidatures. Et je m'aperçois qu'effectivement, mais c'est exactement comme dans la vie professionnelle de tout le monde, hein, les parcours rectilignes, je fais une grande école, je suis diplômé avec les félicitations, je trouve une galerie et hop, tout s'enchaîne pour moi. C'est évidemment des cas qui existent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce parcours bien huilé et qui dérapent et qui, parce qu'ils doivent travailler à plein temps pour se nourrir, pour vivre, etc., ils mettent un peu leur carrière de côté, mais pas leur pratique. Et c'est vrai qu'un lieu comme le salon est, à mon sens, très important parce que tout le monde a une chance à égalité. C'est-à-dire que dans les 1800 dossiers que je reçois, moi, je ne regarde pas les CV des gens et je regarde les pratiques. Et à ce moment-là, j'essaye, avec le Collège Critique, parce que c'est une aventure, on pourrait en parler, hein, c'est à la fois, j'essaye que ça soit une sélection engagée, mais en même temps collective. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est quelque chose auquel je tiens. Et on essaye à la fois de rendre compte de la diversité des pratiques qui sont présentes dans les 1800 dossiers qu'on a reçus, et en même temps de donner une chance égale à tous. Et c'est vrai que c'est mon plaisir et ma fierté, année après année, de remettre, entre guillemets, des artistes dans le chemin du milieu de l'art au sens large, qui trouvent là des galeries, qui trouvent des collectionneurs, qui trouvent des soutiens, qui trouvent des expositions, etc., avec des artistes qui, effectivement, étaient devenus quasiment invisibles, parce que géographiquement, au niveau de leur carrière, etc., ils n'étaient pas plus dans les clous. Alors, je vous arrête pour donner la parole à Catherine Sekenis. Vous représentez une fondation d'entreprise, la fondation Hermès. Alors, quelle est la spécificité de cette fondation? Et finalement, est-ce que les missions de cette fondation ne rejoignent pas en partie les missions dont ont parlé Xavier Franceschi ou Antoine de Galbert?
Alors effectivement, c'est une fondation d'entreprise, ça c'est extrêmement important. Les missions, oui, se rejoignent parce qu'une fondation est vouée à développer des projets d'intérêt général. C'est-à-dire que nous, on est absolument déconnectés de la partie commerciale d'Hermès. Et donc voilà, c'est dans ce sens que les choses se rejoignent. Alors, il y a une double fonction du mécénat pour une fondation d'entreprise. Il y a la fonction en interne et puis il y a aussi la fonction de communication en externe. Alors, quand même, le centre de notre activité, c'est de produire des activités. Après, la communication à la fois interne et externe vient dans un second temps. Donc, mais vous communiquez ce que vous faites aussi en tant que... Oui, on communique. Oui, on a un site, on a... effectivement. Non, la spécificité de cette fondation donc, qui a été créée en 2008... ça a été de regrouper sous une même entité les activités de mécénat du groupe Hermès. Parce que jusque-là, les actions étaient menées, en tout cas beaucoup du côté de la solidarité, de façon très, je dirais pas clandestine, mais très très discrète. Et du côté de l'art, les choses ont commencé à peu près sous la présidence de Jean-Louis Dumas autour de l'année 2000, avec l'ouverture d'espaces d'exposition. Et donc il y a eu la volonté à la fois de bien montrer la différence entre... Parce que Hermès, comme beaucoup d'autres maisons de luxe, peut entretenir des relations pour sa partie commerciale avec des artistes. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre univers aujourd'hui. Et c'était vraiment pour montrer le moment où Hermès est au service des artistes. Donc notre spécificité, la grande thématique de la Fondation, c'est les savoir-faire et la création. Et donc l'art contemporain est juste une partie de notre activité. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaye de faire résonner les choses. La spécificité aussi, c'est que nous ne sommes pas collectionneurs, c'est-à-dire que moi j'ai repris absolument la philosophie qui était présente auparavant, c'est-à-dire que dans les 6 espaces d'exposition que nous gérons et dans nos autres activités, en fait, on aide les gens à produire des œuvres et une fois qu'ils ont produit les œuvres, elles restent leur propriété. Donc voilà, donc nous n'avons pas d'espace en France, nous n'avons pas de stock. Mais vous les aidez à exposer Oui, dans les 6 espaces d'exposition. Et ensuite, c'est-à-dire qu'on a plusieurs projets. On produit à peu près 18 à 20 expositions. Donc pour ces 6 lieux, on a un programme d'art vidéo qui s'appelle la Edgebox, qui se déplace dans le monde. Donc on est assez nomade. On organise aussi des résidences pour des jeunes artistes dans les manufactures et donc on leur met à disposition des artisans et aussi des savoir-faire de la maison et des matériaux, comme par exemple le cristal. Et on aime aussi croiser et inventer d'autres choses. Donc c'est pour ça que là, on commence par exemple un programme de soutien dans le domaine du spectacle vivant pour des œuvres qui réunissent des artistes de la scène et des plasticiens. dont par exemple Philippe Ramette, là, qui est en train de répéter un spectacle qui va sortir au mois de novembre. Je crois qu'en vous entendant, on a bien compris que les enjeux liés à la médiation auprès des publics vous sont communs. Et en vous écoutant parler, tous les quatre, on peut se demander pourquoi les publics se sont sentis si souvent perdus dans cette jungle, entre guillemets, que peut paraître l'art contemporain, et comment chacun de vous a envie aujourd'hui de favoriser une meilleure approche, et puis est-ce que vous en avez envie aussi à travers ce que vous faites, hein. Je ne sais pas qui a envie de répondre, Antoine de Galbert peut-être ou... On a toujours envie que le public vienne, de toute façon. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de réfléchir? Est-ce que vous réfléchissez à des moyens de les toucher? En fait, non. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait une exposition pour un public particulier ou en pensant que l'expo allait marcher. Sinon, c'est quand même la porte ouverte à une sorte un manque d'éthique, disons. Mais en revanche, une fois qu'on a décidé de montrer quelque chose, évidemment, on fait tout pour travailler, pour faire venir les gens, surtout pour leur expliquer et les accueillir, parce qu'il y a effectivement, dans l'art contemporain, nous, on s'en rend plus compte, parce qu'on travaille là-dedans,
on est des sortes d'initiés avec un jargon très pointu. Mais la plupart des gens, c'est-à-dire 99% des gens, rentrent dans un lieu d'art sans beaucoup de confiance en eux, en fait, tout simplement. Voire en critiquant, en pensant que c'est n'importe quoi, souvent. Donc, moi, je fais en sorte de ne pas tenir compte de la vie des gens. Je crois que c'est le cas de nous tous, enfin, sûrement. Mais une fois qu'on a choisi de faire quelque chose, de le défendre le mieux possible, donc on fabrique des documents pédagogiques, documents qu'on donne à l'accueil, il y a des conférences, il y a des... Voilà. Je crois que Xavier Franceschi, dans les FRAC, on mène quand même des réflexions. Oui, c'est vraiment une des missions essentielles. Quand je disais tout à l'heure que les FRAC, ils ont été conçus justement sur ce nouveau modèle qui faisait qu'on allait apporter en gros des collections et en allant vers le public, on va loin dans ce sens-là. Il y avait aussi la notion de gratuité qui était importante. Oui, bien sûr. Alors dans le FRAC, effectivement, c'est une institution publique où tout est gratuit. On parlait du plateau, donc le plateau est un lieu où l'entrée est gratuite et surtout il y a un programme extrêmement important de médiation pour tout public, mais à chaque fois de façon très adaptée. On a une équipe qui travaille très bien, je veux dire d'ailleurs, en permanence sur toutes ces questions, et on a des liens extrêmement importants avec ça tout le monde scolaire. Justement, voilà, le monde scolaire et où encore pour le toucher justement. Il y a déjà donc le plateau avec 4 expositions par an, et comme disait Antoine de Galbert, il y a des outils à dimension pédagogique qui sont mis en place. Il y a des visites extrêmement régulières. Si vous allez tous les dimanches au plateau, il y a à telle heure une visite qui est organisée par les médiateurs qui sont sur place en permanence. Donc voilà, sur le plateau, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place. Et puis avec la collection, donc sachant qu'on fait environ 20 à 30 projets par an avec la collection hors les murs, donc, notamment dans des lieux qui ne sont absolument pas conçus pour, et notamment donc, dans le monde scolaire, eh bien, on fait tout un travail, si on parle du monde scolaire par exemple, qui repose sur l'idée de faire venir les œuvres à l'intérieur des établissements scolaires, ce qui pose là aussi plein de questions, mais qui sont intéressantes, puisque ça augure et ça oblige à faire un travail spécifique, mais c'est en lien évidemment avec les équipes d'enseignants et évidemment aussi avec les élèves qui par moment sont associés au choix des œuvres. Voilà, donc il y a toute une chose qui met en place par rapport à toutes les actions qu'on met en place et pour nous cette dimension-là est essentielle. Stéphane Coréard, 14 000 visiteurs l'année dernière je crois au Salon de Montrouge, oui, ça n'est pas rien, je crois que l'entrée est gratuite. Absolument. Qu'est-ce qui les attire ces visiteurs ? Alors, moi justement je suis dans une position qui est un petit peu différente de mes amis qu'on parlait précédemment parce que de par la taille du salon et de par aussi son ambition et son mode de construction même, c'est assez particulier. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'idée préconçue de à quoi va ressembler le salon 2012. Je n'ai pas c'est pas mon goût, c'est pas ma vision qui va s'incarner. J'essaye, comme je disais tout à l'heure, de rendre compte au mieux de la multiplicité des candidatures que je reçois, de faire une vraie photographie qui soit la plus représentative possible, bien qu'il n'y ait plus que 80 environ artistes sur les 1800 de départ, mais d'essayer de garder toute la diversité des candidatures dans les 80 qui sont à l'arrivée. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de dire au public ce qu'il entend, ce qui me fait plaisir, que personne ne repart du salon en disant « je n'ai rien aimé ». C'est quasiment pas possible, puisque vraiment on essaie de montrer tout le spectre de la création, et il y a toujours une porte d'entrée, il y a toujours quelque chose qui fait que vous allez aimer sur les 80, il y en a au moins, disons, en moyenne, même les plus mauvais coucheurs, on apprécie au moins 5 ou 6. Et puis après, j'espère que graduellement, ils peuvent passer de l'un à l'autre et puis parcourir tout le spectre. Et c'est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette idée de rencontre, d'individualité et de sensibilité. C'est-à-dire qu'on est touché, je pense, au salon par le fait qu'on essaie vraiment de rentrer en conversation avec des personnes. Et cette notion d'engagement est très importante aussi pour moi dans la relation avec le public. Oui, Antoine de Galbert, je crois que vous présidez le jury du salon. Vous avez présidé Je dois rectifier. Stéphane Coréard m'a confié la présidence du jury l'année dernière. Et que, justement, comment vous le décririez, ce salon, puisque vous n'êtes pas tout à fait dans la même fonction au sein de cet univers de l'art contemporain. Oui, mais enfin, on est tous dans des... Moi, je suis collectionneur, donc j'ai regardé tous ces artistes de manière extrêmement curieuse. Ouais. Bien sûr, oui. Et pas seulement en tant que membre du jury. Oui, non, mais moi, j'y vais de toute façon, que je sois membre du jury ou pas. Je crois que c'est passionnant de
de défricher, de regarder. D'ailleurs, le salon de Montrouge avait un peu fléchi, mais existe depuis très longtemps. Et il y a 25 ans, il existait déjà, et on découvrait déjà des... Ensuite, ça s'est un petit peu endormi, je pense. Puis Stéphane l'a complètement remanié, mais c'est un salon qui existe depuis très longtemps. Et il y avait d'autres salons à l'époque, des salons de mai, des choses comme ça, qui ont été progressivement abandonnés par les acteurs de l'art contemporain, comme on dit. Mais à l'époque, ils avaient un certain rôle, et je me souviens que les galeries y allaient, des collectionneurs. Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui sont très importants pour moi dans le salon. Et ça ne concerne pas que le salon de Montrouge, parce que moi j'ai beaucoup fréquenté les salons aussi quand j'étais adolescent, etc. C'est deux choses. D'une part, c'est que ça fonctionne sur un appel à candidature, un appel à projet, c'est-à-dire que donc effectivement tout le monde peut candidater et qu'ensuite après il y a une sélection, mais aussi qu'il y a un lien direct avec les artistes. Moi j'achetais les catalogues par exemple des salons de mai, Grands et Jeunes d'aujourd'hui, etc. parce qu'il y avait les adresses et les numéros de téléphone des artistes et qu'on pouvait les contacter directement. Et c'est quelque chose que j'ai reconduit à Montrouge, parce que dans le catalogue et sur le lieu de l'exposition, vous avez l'adresse mail, maintenant on est passé au mail, des artistes, et donc ce qui est génial, c'est toutes les suites qu'il y a au salon, c'est-à-dire que des gens contactent les artistes simplement parfois pour parler de leur travail, parfois pour leur acheter des œuvres, parfois pour leur proposer des expositions, mais cette idée qu'on peut avoir un contact direct avec les artistes, c'est une des idées forces de tous les salons. Il y a aussi cette notion de confrérie en quelque sorte. Autrefois, il y a 25 ou 30 ans, vous aviez dans les mêmes salons Boltanski et Segui, par exemple, enfin, des artistes qui étaient tout à fait différents. Aujourd'hui, ce serait inenvisageable. Le monde est devenu beaucoup plus cloisonné, et l'amitié entre les artistes est un peu différente, un petit peu faussée par peut-être, je sais pas, des enjeux trop importants. Enfin, il y avait une notion collective dans ce salon qui était vraiment sympathique et qui a disparu totalement. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle du marché, parce qu'il est aussi question de ça dans l'art contemporain, et de ses évolutions. D'après ce que j'ai pu lire, dites-moi si je me trompe, mais se dégagent aujourd'hui deux grandes tendances. On parle d'une mutation du commerce de l'art, de la structure même du marché. Est-ce que selon vous, cette mutation est réelle? On dit que cette mutation, elle est due aux évolutions d'Internet, à l'éclatement des types de médiums qui modifient en profondeur les réseaux de médiation d'art. Est-ce que ça, vous le constatez aujourd'hui? Est-ce que c'est... Vous ne tournez pas vers moi. Je parle trop déjà, il paraît. Donc je vais laisser répondre mes camarades. Moi, je pense que c'est Stéphane qui est un expert en marché. C'est ça. Mais moi, je crois que ce qu'il faut dire, qui est très important, c'est qu'il y a plusieurs types de marchés. Et il y a un marché qui est mondial, comme tout est mondial aujourd'hui. Et il y a avec des circulations d'argent effarantes, etc., dont on parle. La presse en parle peut-être trop. Et puis, il y a un marché traditionnel qui est faible et difficile. Et moi, je parle toujours quand même... Je suis un peu triste et pessimiste, mais je pense qu'il y a un immense marché qui domine le monde, mais qui survole le monde aussi. Et que la réalité, c'est qu'il y a des milliers d'artistes qui ne vivent pas de leur travail, qui n'ont pas d'atelier, qui n'ont pas de... Donc il faut se méfier de... Tout n'est pas arrivé. C'est peut-être formidable. Et puis il y a aussi l'émergence de scènes incroyablement puissantes, comme la Chine, l'Inde, etc., surtout la Chine. C'est ce qui est souligné dans certains rapports. Moi, je reste extrêmement sceptique et prudent. Et de toute façon, tout cela est devenu trop grand pour qu'un seul collectionneur puisse le comprendre, puisse le parcourir, Donc je crois que la seule attitude de l'amateur, qu'il soit collectionneur ou pas, c'est de se circonscrire, d'être dans une sorte d'introspection, dans une sorte d'autoportrait. Sinon, on devient fou. C'est-à-dire que c'est impossible. Ça devient impossible. Je crois que Donc moi, j'ai résolu cette immensité très inquiétante en me bâtissant un petit monde qui m'est propre et dans lequel je fais des rencontres ou pas. Mais c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu too much. Voilà. Oui, c'est assez affolant quand je fais référence au rapport Art Price qui était sorti, je crois, l'année dernière et qui avait été distribué à la FIAC et dans lequel on parle d'un investissement faramineux dans l'art. On parle d'un nouveau phénomène socio-culturel, l'art assimilé à un actif financier. C'est assez impressionnant. Et puis vraiment, on souligne également dans tous ces rapports, parfois d'économistes, la prédominance du marché chinois avec ses collectionneurs chinois mais aussi ses artistes chinois. Alors est-ce que ça bouleverse pas un petit peu ici
ce qui se passe en Europe. Enfin, il y a beaucoup comment de c'est reçu questions, tout ça? il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, mais moi je crois que le plus important, c'est plutôt de dire que rien ne change. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un marché pour des gens qui ont trop d'argent et qui n'ont pas de goût et qui veulent être dans le coup. Je veux dire, c'était Bouguereau. Si vous regardez, moi je suis frappé parce que je vois beaucoup de collections et aussi de collections à l'étranger. Tout ce qui était exposé à Paris entre 1950 et 1960 et qui était vaguement non figuratif se vendait comme des petits pains et à des prix très importants. Donc je crois que ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Ce qui a changé, c'est que peut-être aujourd'hui, il y a moins d'autres critères d'appréciation que le marché. C'est-à-dire qu'on confond un petit peu tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate que tout le monde est attiré par les mêmes valeurs. Alors, pour prendre le terme de valeur dans un sens très financier, et que les grandes institutions, les collectionneurs très visibles, les critiques d'art, etc., ont tous les mêmes désirs au même moment, ce qui est très nouveau. Par exemple, quand François Pinault prévoyait d'ouvrir sa fondation à Boulogne, il voulait ouvrir avec une exposition de Damien Hirst, et c'était au même moment, le Centre Pompidou voulait aussi faire une exposition de Damien Hirst. Donc ces manias de la collection sont sur les mêmes créneaux que les institutions. Alors après, je ne vais pas faire le procès de l'un ou de l'autre au savoir qui suit qui ou qui devrait agir différemment, mais il faut forcer de constater qu'aujourd'hui, par exemple, pas une grande institution ne fait une grande rétrospective d'un artiste dont la cote plafonne à 5 000 €. Et pourtant, Antoine, je pense tout le monde ici, on connaît des grands artistes dont la cote aujourd'hui est à 5 000 € et qui valent, entre guillemets, beaucoup mieux que ça. Donc la question pour moi, c'est pas tellement celle, effectivement, de ce marché-là, qui a toujours existé et qui créera toujours les mêmes désillusions, à mon avis. Il n'était pas mondial quand même jusqu'à présent. C'était uniquement occidental et c'était... Oui, bah évidemment. Ouais. Oui. Ça change quand même. Bien sûr. Non, oui, ça change, mais ça ne change pas le phénomène en lui-même. Ça change effectivement la géographie des acheteurs et des artistes, bien sûr. Xavier Franceschi, quel regard vous portez justement sur ces évolutions? Non, moi je suis peut-être le moins bien placé pour parler de ça parce que finalement le marché m'intéresse très peu. Évidemment, j'y ai affaire puisque quand on met en place une collection publique, on achète, donc on a affaire à des galeries, pas seulement d'ailleurs, parce qu'on achète aussi directement à des artistes, mais voilà. Mais moi, la logique du FRAC, des FRAC et du lieu que je dirige, c'est pas ça, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement m'intéresser à ce qu'est l'art, à défendre des artistes, à défendre des positions, à exposer des artistes qu'on a envie de faire connaître parce qu'ils nous semblent importants, de les aider, donc comme je disais tout à l'heure, à produire des œuvres, etc., etc. Bon, voilà. Donc c'est vrai que tout ça, ça représente quoi? Ça représente un modèle qui est, c'est sûr, attaqué par un autre modèle. C'est peut-être un peu caricatural, mais quand même, qui est un modèle anglo-saxon qui, évidemment, depuis des décennies, prend de plus en plus d'importance, comme on sait. Mais moi, je reste attaché justement à ce modèle qui est assez unique au monde, parce que d'une part, c'est tout un ensemble de réseaux. On parle des FRAC, donc comme j'ai dit, qui partent d'une volonté politique au sens vraiment intéressant du terme, pour créer ces FRAC. Il y a tout un réseau de centres d'art qui sont aussi issus de volontés à la fois d'individus, mais aussi relayés donc par des puissances qui sont publiques. Et les centres d'art sont gratuits du reste aussi, etc. Donc voilà. Et pour en revenir au FRAC, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que il y a une diversité assez extraordinaire. On parle souvent, c'est drôle parce que quand on parle du modèle français, notamment vu de l'étranger, on dit voilà, la France et le ministère, c'est un côté effectivement peut-être qui peut donner lieu à une vision académique, institutionnelle, et ça. Et quand on regarde dans le détail, en fait, le modèle français est unique parce que, notamment au niveau des collections, il y a une diversité extraordinaire, notamment en termes de nationalité. C'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire que, alors que peut-être justement des institutions anglo-saxonnes vont défendre un côté national, vont acheter anglais, américain, etc., et bien en France, on aperçoit par exemple dans les FRAC que vous avez des pourcentages de représentation d'artistes étrangers extrêmement importants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse à vraiment l'ensemble de la création d'une part, et notamment on peut imaginer qu'à partir de là on peut avoir demain, et déjà aujourd'hui, c'est déjà au bout de 30 ans assez intéressant de voir, je ne dis pas qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre, mais qu'il y a des artistes qui ont été achetés au bon moment et qui sont tout à fait inaccessibles maintenant, et donc les FRAC ont été les premiers à les acheter. Bon bref, donc et de voir qu'effectivement on construit un patrimoine, je pense, d'importance. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que moi j'ai du mal à me positionner
questionner sur le fait de discuter d'un marché de l'art, etc. Je sais bien qu'il y a la FIAC, mais je crois que ce qui est important au moment de la FIAC, c'est rappeler au public que c'est très bien d'aller à la FIAC, parce que souvent, c'est vrai que c'est identifié comme un lieu où on va y aller voir une fois dans l'année de l'art contemporain, mais je crois d'abord c'est très cher, la FIAC, et puis il faut peut-être rappeler quand même qu'il y a des centres d'art, des FRAC à proximité, et qui sont gratuits, et qui vous donnent la possibilité de rencontrer des artistes pas du tout encore reconnus sur la scène. Stéphane Correa a parlé d'émergence. Évidemment, le travail de prospection de ces lieux, c'est justement une des missions premières. Et donc, et voilà, et ça permet d'avoir une vision assez enrichissante de la création contemporaine à moindre frais. Donc vous ne partagez pas cette vision qui est quand même très pessimiste et qui m'a assez frappée dans ce type de rapport. On parle de grenier d'œuvres d'art abordables. Quand on parle de la France, on dit qu'elle est en perte de vitesse, voilà. Est-ce que ça met pas en danger les artistes aussi? Il y a une réalité, je ne peux pas ne pas dire qu'effectivement il y a une évolution qui fait que, etc. Mais moi je continue à me battre d'une certaine manière pour faire en sorte que ce modèle tout à fait unique au monde puisse perdurer, ce qui n'est pas gagné, ça c'est sûr. Donc, mais voilà, on a quand même des armes et on évolue et on met en place des choses qui n'existaient pas. Donc effectivement, la bataille n'est pas perdue. Alors, moi, je voudrais quand même dire une chose, rappeler quand même une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle le marché, c'est des collectionneurs, que ces collectionneurs, c'est eux qui financent aujourd'hui encore l'essentiel de la création, et les artistes vivent ou devraient vivre mieux d'ailleurs des achats des collectionneurs. Et quelque part, l'art est victime de son succès. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup et depuis toujours, parce que je suis collectionneur depuis très longtemps, c'est que le fait que potentiellement une œuvre d'art que vous achetez 1 000 € pourra peut-être valoir 1 million d'euros un jour, et ben ça paralyse totalement les gens. C'est-à-dire que cette espèce de potentiel qui pourrait être une espèce de bonus, une surprise, devient l'essentiel. Et les gens perdent simplement de vue le plaisir de vivre avec une œuvre, et pour des prix effectivement très abordables. Au Salon de Montrouge, quand les gens achètent des œuvres directement aux artistes, c'est en général 500 €, 1 000 €, 1 500 €. Beaucoup de gens peuvent le faire. Et je suis très frappé de voir que des gens qui peuvent dépenser 2 000 € dans leurs vacances, par exemple, et dont il restera rien, entre guillemets, après de tangible, sont littéralement paralysés quand il s'agit de dépenser 500 € pour une œuvre d'art en disant combien ça vaudra dans 10 ans. Mais c'est pas le problème, c'est quel plaisir ça m'aura apporté pendant 10 ans. C'est ça le vrai problème. Et moi je dis toujours aux gens, achetez des œuvres, surtout en vous disant que dans 10 ans ça vaudra 0. Et est-ce que vous avez quand même envie de les acheter? Voilà. Catherine Tsekeni, je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir sur cette question-là du marché. Oui, non, en fait, c'est un peu ça me fait rebondir sur mon expérience personnelle, puisque moi, je viens du monde du spectacle. Et c'est vrai que ces dernières années, évidemment, mon activité professionnelle est beaucoup plus axée sur l'art contemporain. Et ce qui m'a absolument fascinée en rentrant beaucoup plus dans ce monde, puisque avant j'étais, je dirais, amateur d'expositions et de livres, etc. Mais le marché de l'art était quelque chose qui m'était inconnu. Et cette spéculation est absolument fascinante pour moi. Parce que je viens d'un monde où on ne peut pas mettre sur sa cheminée un spectacle de théâtre ou un spectacle de danse. Donc, c'est-à-dire que ce qui se joue entre l'argent privé, les collectionneurs, le rôle aujourd'hui des entreprises, parce que vous avez beaucoup d'entreprises, même vraiment hors du luxe, qui sont des maisons qui sont proches des arts appliqués, donc il y a une connivence un peu naturelle. Beaucoup de gens s'intéressent à l'art contemporain et ça crée une espèce des réseaux, des clans, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis encore assez spectatrice de ça. Et c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Alors, on participe au marché de l'art parce que les gens, une fois qu'ils ont exposé, repartent avec leurs œuvres et après, donc évidemment, ils la vendent. Donc, ça, c'est un accompagnement qui est important, surtout pour des jeunes artistes. Mais ce qui nous intéresse vraiment le plus, enfin, peut-être parce que Hermès est une maison de l'artisanat, c'est le compagnonnage. Je crois que c'est cette aventure, effectivement, de suivre une œuvre qui est en train de se faire, un projet, ses problématiques, comment ça va être réalisé, comment le public va le percevoir. Et ça, c'est des enjeux qui sont extraordinaires. Mais, donc je me sens encore... et notre politique fait qu'on se sent assez étranger... en fait, à tout ça. Et Antoine de Galbert, le monde de la collection, c'est pas seulement les puissants collectionneurs dont on parle. Généralement, il y en a peut-être une dizaine.
Je crois avoir lu quelque part que vous parliez de ce tissu de jeunes collectionneurs qu'il fallait aider à collectionner. En même temps qu'on aide les collectionneurs, on aide les artistes. C'est un cercle vertueux. Comment on peut rentrer mieux dans mieux les aider? Les aider, je sais pas si on peut aider un collectionneur. Non, donner peut-être envie de... Enfin, je sais pas vraiment répondre. Vous parliez de création, notamment dans le marché intérieur. Ça fait 15 ans que je me promène dans les collections et aujourd'hui, je suis de plus en plus muet sur ce sujet parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Il y a tellement de gens qui se disent collectionneurs et qui ne le sont pas, et qui ne sont pas du tout même. Il y a tellement d'artistes qui aimeraient être des artistes. On est dans un monde qui est un peu faussé, qui est très complexe, qui est très faussé. Les très grandes collections, dont je ne citerai pas le nom, mais celles qui sont les plus connues, sont parfois des collections extraordinaires, mais d'une puissance inouïe, jamais vue, en tout cas en Europe ou en France. Ce sont des gens qui travaillent avec des équipes dont les collections sont dirigées par des anciens fonctionnaires culturels, par des gens très compétents, etc. En fait, est-ce que ce sont encore des collections privées? On se demande. C'est pas une critique, ça peut être des collections extraordinaires. Ce que Suzanne Paget est en train de constituer pour LVMH sera peut-être magnifique, etc. Mais pour moi, ce ne sont plus des collections privées. La collection privée, reste avec beaucoup d'argent ou peu d'argent, peu importe. C'est une aventure, c'est un mode de vie, c'est l'expression de beaucoup de doutes. Ce sont des amitiés, ce sont des voyages, c'est absolument pas ce dont j'entends parler actuellement. Mais je veux pas dire je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je suis un peu perdu effectivement. Et j'ai parfois l'impression d'être un collectionneur en barboteuse, quoi, en quelque sorte. Alors qu'en fait, j'ai accumulé depuis 25 ans beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que la parole n'est plus aux collectionneurs. Les collectionneurs, c'est aussi ceux qui font vivre les artistes en achetant leurs œuvres. Ça, j'aime pas beaucoup. En revanche, j'aime pas beaucoup cette expression parce que j'ai horreur de la chasse sociale. Je ne pense pas qu'en achetant, on aide un artiste. Je déteste même cette expression. Je pense que les artistes ne sont pas des mendiants. Ce sont les artistes qui nous aident. C'est l'inverse. Au mieux, on échange, je ne sais pas, une masse d'argent contre une œuvre, mais c'est eux qui nous font. Ce n'est pas nous qui les faisons. Et on a besoin d'eux beaucoup plus qu'eux ont besoin de nous. D'ailleurs, quand vous achetez une œuvre, ça permet à l'artiste de vivre quelques semaines ou quelques mois, mais enfin après c'est fini, on passe à autre chose. Mais donc, la réalité pour les artistes aujourd'hui en période de crise, est-ce qu'elle est tous les artistes sont en période de crise toute leur vie. Et mais elle est peut-être plus aiguë aujourd'hui. C'est un choix. Être artiste, c'est pas un métier. C'est mieux qu'un métier, mais c'est pas un métier. Et je pense qu'un artiste peut avoir du succès pendant 5 ans, 10 ans. On en a vu. Moi, ça ne fait que 30 ans que je regarde ça. Mais les gens qui sont plus âgés que moi ont vu, mais le monde de l'art est une fable. C'est-à-dire qu'on voit les gens disparaître, on voit les gens réapparaître, je crois que tout ça manque un petit peu de sincérité, en fait. Mais peut-être que notre vision est faussée parce qu'on a l'impression parfois que certains artistes se comportent comme des businessmen. Alors, mais ce sont des businessmen. Certains sont des businessmen. Ça Sortez dans Paris, allez dans des cocktails, vous verrez toujours les mêmes. Ce sont des gens qui sont redoutables et ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les meilleurs. En revanche, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a des artistes qui réussissent qui sont formidables. Donc c'est pas. Je veux pas non plus dire des bêtises, mais il y a quand même des gens extrêmement habiles, mais comme dans tous les métiers, pour se mettre en avant et réussir socialement. Vous aviez envie de réagir, je crois, à ce que disait Antoine de Galère. Quand Antoine de Galère se retourne vers moi en parlant de fonctionnaire de l'art, je vais lui dire que je n'y étais pas. Donc les fracs sont... C'est pas une insulte dans mon mais non, en plus, pas pour moi non plus. D'ailleurs, je voulais te répondre, c'est que moi, j'ai fait partie de très nombreux comités d'acquisition publique, donc je connais très bien la préoccupation de fonctionnement. Et le marché est très présent, parce que malheureusement, on ne peut pas acheter. Quand on est... Moi, je suis dans un frac, j'ai été au Centre Pompidou, je suis dans plein de trucs. Malheureusement, le marché, il est là et il nous concerne, parce que quand il est trop puissant, on ne peut pas
enrichir un patrimoine C'est public. clair, mais en tout cas, non, je dis ça pour aussi rappeler effectivement que les FRAC, mais les centres d'art aussi la plupart, sont des institutions publiques, certes, qui fonctionnent sur des fonds publics, mais qui sont des associations donc, de droit privé. Bref, donc il y a une politique comme ça qui n'est pas celle du ministère de la Culture, pour aller vite. Le choix d'hommes et de femmes. Absolument. Non, mais ça, c'est ce que Pardon disait. pour le terme. Non, mais c'est ce que disait Antoine au début. Il disait que ça reposait sur vraiment des gens qui avaient des idées, des volontés, des envies de faire connaître le travail de certains artistes. Et c'est aussi ça qui est très important dans chacune de ces institutions. Alors justement, ce n'était pas prévu, mais je vous propose un très rapide tour de table sur chacun. Une exposition ou un événement à venir, vous nous donnez rendez-vous. Pourquoi, Stéphane? Moi, je vous donne rendez-vous alors très rapidement au Palais de Tokyo, Voilà, où les lauréats du précédent Ouais. salon, qui ont été choisis notamment grâce à Antoine de Galbert, vont exposer à partir du 4 novembre dans les modules. Et puis le 5 novembre, à la Fabrique, à Montrouge, une vente aux enchères d'œuvres d'artistes du 56e salon qui sont vendues sans frais au bénéfice des artistes. D'accord. Catherine Tsekenis. Alors nous, on a des choses en cours. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le prix pour la scène coréenne. Donc là, il y a l'exposition des 3 lauréats du prix 2011 qui va se terminer. Et je ne sais pas, en ce moment, on est en train de préparer l'exposition avec Barthélémy Togo à la Verrière à Bruxelles. Donc, Olivier moi, Franceschi, je vous parle de la passez Maison votre tour. Rouge et je parle du plateau. Non, Vous pouvez je suis inverser. pas capable. Non, alors donc je vais parler de l'exposition qui a cours en ce moment au plateau. Donc il y a une exposition d'un duo d'artistes portugais qui s'appelle João Maria Gusmão et Pedro Paiva. C'est leur première exposition en France avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de nouvelles productions qui sont montrées pour la première fois à cette occasion. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pas toutes les dates en tête. On a énormément de rendez-vous, notamment sur décembre, une prochaine exposition où là j'ai invité un couple de commissaires qui s'appelle Élodie Royer et Johan Gourmel. Donc ils vont proposer une exposition en décembre, celle-là collective, sur un concept japonais qui s'appelle le mono no aware. Je ne dis que ça, qui peut se traduire par le sentiment des choses. Donc il y a une part affective de l'appréhension, notamment des œuvres, qui sera jouée au cours de cette exposition. On viendra découvrir 10 petites secondes pour Antoine de Galbert. 10 secondes. Donc, la Maison Rouge, une exposition de la collection de Thomas Solbricht qui va commencer pour le public le 22 octobre, qui réunit un cabinet de curiosités ancien avec de l'art contemporain. À Lyon, un petit bout de ma collection au Musée des Beaux-Arts. Je fais un peu ma publicité, mais je crois qu'il faut que le public aille voir ça. Et puis juste rappeler que l'exposition qui a lieu ici, qui n'a bien sûr rien à voir avec la Maison Rouge, des œuvres de Judith Scott est remarquable et vraiment à découvrir. Alors, merci à tous les 4, merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que l'exposition, donc Objets secrets, se tiendra ici au Collège des Bernardins jusqu'au 18 décembre prochain. Et la semaine prochaine, à la même heure, eh bien, nous vous proposerons un tout autre sujet, enseignant quelle légitimité aujourd'hui? Point d'interrogation. Merci, au revoir.